Alors, je vous ai demandé de poser des questions sur le sujet de la protection des mineurs en ligne. On va s'intéresser aux nouveaux dispositifs qui se mettent en place. Est-ce qu'il y a un mieux? C'est ce qu'on espère. On attend la réponse justement de nos experts en plateau. Cyril Di Palma, délégué général de l'association Génération Numérique. Vous avez proposé en 2004 au ministère de l'Éducation nationale un tour de France des collèges pour mener la plus importante action de prévention d'information sur ces enjeux et ces risques d'Internet. Et puis, depuis, vous avez des pédagogues de Génération Numérique qui conseillent des enfants, des adolescents, des professeurs et également des parents. Avec vous sur ce plateau, Olivier Gérard, coordonnateur du pôle médias usage numérique de l'UNAF. Alors l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Vous pilotez également le label Parents Parlons Numérique. C'est un label qui s'inscrit dans le plan d'action interministériel pour un usage raisonné des écrans par les enfants et les jeunes. Plan d'action publié en février 2022. Donc tout ça me fait dire, quand je rappelle ces dates pour vous deux, on en est où? Est-ce que ça progresse? Je vais vous poser la question, mais avant je vais présenter notre troisième invité qui est à distance, Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence Even, agence qui a publié Borne Sociale. D'ailleurs, c'est un baromètre que vous publiez chaque année depuis 2017. On a des résultats assez récents à partager ensemble et qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution des comportements des jeunes, en particulier des moins de 13 ans, avec ces nouveaux outils du numérique. Alors, première question pour vous déjà en plateau, cette question essentielle quand même. Est-ce que vous constatez qu'il y a un mieux dans la protection des mineurs en ligne? Qui veut commencer? Je vais commencer. Est-ce qu'il y a mieux? En tout cas, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises depuis quelques mois, quelques années, qui visent à mieux protéger les mineurs en ligne. Donc ça, c'est une évolution plutôt positive. Après, aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est qu'un certain nombre de ces dispositifs ne sont pas opérationnels tout de suite. Et donc, on est dans cette période où on a le cadre qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas encore actif réellement. Donc, c'est un mieux théorique? C'est un mieux théorique, ce qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, il reste à mettre en place ces dispositions et surtout que les uns et les autres s'approprient ces dispositifs. Par exemple, il y a un projet de loi une loi qui porte sur le contrôle parental, qui rentrera en vigueur qu'au mois de juin 2024. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, ce dispositif-là supposera aussi que les parents, notamment, s'approprient ces outils, s'approprient ces dispositifs, sans quoi on aura quelque chose qui ne fera pas beaucoup évoluer et ne protégera pas mieux les enfants. Donc on est sur un enjeu qui est rendre opérationnel un certain nombre des dispositifs et puis éduquer finalement tous les utilisateurs potentiels de ces dispositifs-là. Et puis débloquer des verrous techniques, parce qu'il y en a, on va en parler, mais déjà, est-ce qu'il y a un mieux aussi selon vous? Ou est-ce qu'on est simplement en train de mettre en place des dispositifs, mais pour l'instant, on n'a pas du tout avancé sur la protection des mineurs sur Internet? Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de communication politique où il est intéressant, important pour des ministres de sortir des lois aussi, d'avoir des lois à leur nom. Quand on parle du contrôle parental, comme Olivier Gérard le sait... C'est de la com politique? Non, il y a cet aspect-là. Le contrôle parental, c'est déjà inscrit dans la LCEN, la loi de confiance dans l'économie numérique de 2004. C'est vrai. Et qui oblige les fournisseurs d'accès Internet à donner gratuitement aux abonnés la possibilité de mettre en place un contrôle parental. Là, la différence, c'est quand même qu'on va passer à tous les appareils mis en service, en commercialisation, qui seront activeront par défaut ce contrôle parental. Tout à fait, mais le point d'Olivier, il est pertinent et il est le plus important. C'est bien de faire une loi, mais encore faut-il la faire appliquer. La loi de 2004, c'était l'instauration d'un contrôle parental large et gratuit. On avait 3 à 5% des parents qui l'ont mis en place. Donc c'était de manière opérationnelle un échec. Alors néanmoins, au-delà de cet effet, 1, de communication et 2, d'opérationnalité, je ne sais pas, c'est très lourd comme terme, il y a quand même cette prise en conscience du politique notamment, de tous les enjeux qui tournent autour du numérique. Donc ça, il y a un progrès indéniable. Les politiques ont bien compris que le numérique était un paysage dans lequel évoluaient tous nos concitoyens, même les plus jeunes, et surtout les plus jeunes, sans pour autant avoir été éduqués, sensibilisés à cet esprit, à cette culture, à ces techniques, à ces aspects juridiques ou comportementaux qui sont du ressort du numérique, mais pas que. Et je rajouterais, il y a une prise de conscience aussi au sein des familles, par les parents, les adultes. Nous, on a mené pas mal d'enquêtes et toutes montrent que les parents sont aujourd'hui préoccupés par ces questions. Ce qui était moins le cas il y a quelques années. Donc là, on a un terreau qui est
fertile. À nous de faire pousser des belles fleurs sur ce terreau fertile. Alors, on a une loi pour sécuriser, réguler Internet qui a été adoptée à l'Assemblée nationale très récemment. À l'intérieur, on y trouve un dispositif de lutte contre l'exposition des enfants au contenu pédopornographique. Pornographique. Pardon, pornographique. Ah, mais alors là, Pornographie, c'est un autre sujet qu'on abordera. Et j'ai cette question de Johan, qui est en lien donc avec ce texte, qui nous demande mais quel dispositif existe déjà pour contrôler l'âge de ceux qui consultent ces sites? Alors, il y en a un qui est très efficace, c'est le contrôle de la pièce d'identité. Et en fait, c'est obligatoire pour les jeux, les plateformes de jeux en ligne depuis 2010, la loi de 2010. Mais c'est une atteinte, dans une certaine mesure, à des données personnelles. On diffuse ces informations très personnelles à une plateforme. C'est rendu obligatoire pour les plateformes de jeux vidéo, on ne les citera pas, pour combattre les éventuelles mafias qui installent des sites de jeux dans des paradis. De jeux d'argent. De jeux d'argent pour éviter d'arnaquer les consommateurs et les utilisateurs. Donc ça existe. C'est très puissant comme contrôle, mais c'est très inquisiteur. Là, on essaye de trouver une solution technique. Ça fait à peu près 15 ans. À peu près 15 ans qu'on cherche des solutions techniques qui permettent de ménager la chèvre et le chou, les libertés individuelles avec cette volonté de sécurité. Parce qu'il faut quand même... C'est l'ARCOM qui travaille en ce moment avec la CNIL sur ce référentiel. Oui. Alors au-delà du référentiel, il y a un certain nombre effectivement de recherches qui sont menées. Vous avez aussi des initiatives privées, des entreprises privées qui proposent, je pense à Green Badge par exemple, qui est un dispositif développé par une start-up marseillaise qui vise à respecter les règles de la CNIL, notamment de double anonymat, et de permettre une identification de l'âge. En tout cas, ça peut être pour vérifier que l'enfant n'est pas un enfant mineur ou qu'il a moins de 15 ans ou moins de 13 ans. Il y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, on est dans une phase, on va dire, de tester en fait en grandeur nature, parce qu'il y a effectivement la mise en place de dispositifs de développement technologique. Ensuite, on peut faire des expérimentations à petite échelle et puis à un moment aussi passer à l'échelle. Nous, on pense que au regard de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, notamment d'empêcher l'accès des mineurs sur les sites pornographiques, mais pas que, aussi éviter que les mineurs n'aillent sur les réseaux sociaux très tôt. Aujourd'hui, on accède aux réseaux sociaux à 7-8 ans. Donc il y a quand même un enjeu hyper important. Il est temps maintenant d'expérimenter, de lancer ces dispositifs. Ils existent, ils ont fait leur preuve à petite échelle. On doit pouvoir passer à l'échelle, parce qu'on ne peut pas attendre indéfiniment la solution miracle. Elle n'existe pas. Quel que soit le système, on a parlé aussi de la carte bancaire, par exemple, qui est quand même un dispositif qui permet de vérifier, en tout cas de s'assurer que les plus jeunes ne puissent accéder à ces contenus, même si c'est pas parfait, ça n'empêchera pas des contournements de ces dispositifs. Si on attend d'avoir la solution technologiquement fiable qui réponde à tous les enjeux de protection de l'enfance, qui est le premier enjeu, mais aussi de liberté, on sera là dans 20 ans, on fera le même débat avec Cyril et vous. Donc là, vous craignez que les réflexions, enfin les travaux même, actuellement, entre l'ARCOM et la CNIL, n'aboutissent pas à une solution opérationnelle rapidement. C'est difficile. On a des délais qui sont annoncés 2, 4 mois, 6 mois. Il faut, alors j'entends bien qu'il faut sécuriser un certain nombre de choses, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on alerte sur le fait qu'il est aujourd'hui important d'avancer. Il y a des solutions qui existent, qu'on peut mobiliser, encore une fois, sans attendre le 100%. Aujourd'hui, on est à 0%. Aujourd'hui, un adolescent, un enfant peut aller sur un site pornographique en cliquant, par exemple, j'ai plus de 18 ans. Parce que ces sites pour adultes ne jouent pas le jeu. Parce que on ne va pas attendre que des acteurs, notamment les sites pornographiques qui sont des éditeurs du niveau mondial, avec des enjeux économiques extrêmement importants, on ne va pas attendre que ce soit eux, quelque part, qui jouent le jeu. À un moment, il faut les pousser, il faut les mettre en place des dispositifs, les sanctionner, y compris en bloquant les sites si c'est nécessaire. C'est un enjeu de santé publique. Il y a des actions, pour l'instant on n'arrive pas à les faire aboutir, c'est un vrai choix politique. Je voulais qu'on avance un petit peu, parce que le temps file très très vite. Sur d'autres sujets, par exemple, vous avez évoqué la problématique des réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous semble que les big tech, elles, jouent le jeu ? Je pense à Google, je pense à Meta, qui communique beaucoup sur des nouveaux dispositifs pour protéger les mineurs. Alors là, c'est la même question qu'on peut leur poser. C'est vous mettez en place des outils,
des dispositifs, mais quel est le pourcentage de vos clients qui les utilisent ? Oui. Je l'ai posé, j'ai pas la réponse encore. D'accord. Oui, c'est bien gentil. Enfin, c'est très bien de créer des outils. Il faut que ce soit plus coercitif. Pas forcément, mais au-delà de l'aspect technique et technologique, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que vous êtes un parent, vous mettez en place ce contrôle parental, les outils, etc. Mais ça n'empêche que votre enfant va pouvoir peut-être aller chez son copain ou chez sa copine le mercredi après-midi, naviguer sur la tablette qui n'est pas sécurisée et être confronté à des contenus qui sont inappropriés. Vous le protégez, mais il n'est pas forcément protégé partout. Donc ça ne peut pas aller sans aussi passer par une éducation des mineurs à ce qu'il y a dans la rue. Donc vous ne laissez pas votre enfant sortir à 22h à 8 ans dans n'importe quel environnement. Et ben pourquoi le laissez-vous sur un outil numérique qui lui permette d'aller accéder où il veut, quand il veut, à ce qu'il veut. Et donc il y a aussi une prise de conscience des parents de se rendre compte que le monde numérique, c'est le monde hors ligne aussi, dans la vie de tous les jours, avec ses dangers, ses opportunités, ses risques, ses belles histoires. Donc il faut vous applaudissez pour la création du passeport Internet, donc qui va permettre justement d'éduquer, d'éveiller les jeunes dès la classe de 6e au risque. Alors il y a déjà des dispositifs qui existent avant. Parce que ça ne se joue pas en 6e, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Les enfants ont accès à ces outils et à ces plateformes bien avant l'entrée en 6e. Donc, évidemment, ça concourt à leur augmentation de leurs compétences et de leur connaissance du monde numérique. Tant mieux. Tant mieux. Bon. Mais il y a encore du... Oui, non, mais sur ces, je rejoins sur ces aspects éducatifs. Il y a toujours juste une vigilance, c'est que on a tendance parfois à traiter cette question auprès des jeunes, je dirais uniquement paradoxalement sous l'angle des risques, et c'est sans doute souvent une approche qui est pas suffisamment satisfaisante parce que en fait les jeunes risquent de se sentir un peu menacés dans leur pratique numérique et donc il y a sans doute une réflexion à avoir sur comment être dans une approche beaucoup plus finalement bienveillante, éducative, qui permette de traiter ces questions sans être sur une approche où on va aborder la question de ce qu'il ne faut pas faire, les nœuds, les interdits, etc. Effectivement, l'approche c'est important. On va passer la parole à Emmanuel Berne parce que justement Evan a monté une étude pour comprendre ces nouveaux comportements auprès des moins de 13 ans. Alors qu'est-ce qu'ils font les moins de 13 ans sur les réseaux sociaux, Manuel ? Déjà, la première constatation qu'on fait, c'est qu'ils y sont sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ce qui a été, on va dire, à l'origine de notre étude, s'intéresser aux moins de 13 ans, donc ces enfants qui n'ont pas le droit officiellement d'être sur les réseaux sociaux, selon la loi, selon les conditions générales d'utilisation des plateformes. Eh bien, on a observé au fil de ces 8 années d'études une augmentation constante du nombre des enfants qui utilisaient régulièrement ces réseaux sociaux, sauf cette année où, là, on peut dire qu'il y a eu un mieux, ou en tout cas, on a observé pour la première fois une diminution de ce taux. Toute la question, c'est la grosse surprise, toute la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir si cette diminution va perdurer ou si c'est juste à un moment donné, il y a cette baisse qui est conjoncturelle, liée à une focalisation, liée au harcèlement. Après, quand j'ai entendu tout ce que vous avez dit à propos de la prise de conscience des parents, je pense que cette prise de conscience, elle est aussi là chez les enfants. Il y a eu énormément on va dire de cas, de problèmes qui ont diffusé les messages de prévention par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Je vous posais la question de ce qu'ils font. Je vais enchaîner avec une deuxième question parce qu'il y a un focus aussi sur l'intelligence artificielle. Donc, ils utilisent aussi ces IA génératives comme ChatGPT, les moins de 13 ans. C'est un des points très intéressants qu'on a voulu mettre en évidence lors de cette édition. C'est leur poser la question déjà est-ce qu'ils connaissaient les intelligences artificielles. Et là, ils étaient 40% en gros à connaître les intelligences artificielles génératives type ChatGPT. Et ce qu'il y a de vraiment important à prendre conscience, c'est le fait qu'ils connaissent certes ChatGPT, mais ce qu'ils vont le plus connaître, c'est un outil qui va être mis en place par Snapchat et qui s'appelle MyAI et qui est clairement un ChatGPT directement intégré dans leur application Snapchat, qui est leur application de messagerie. Et donc, il y a on va dire, une éducation à l'utilisation des intelligences artificielles par le biais des plateformes qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Donc ça, c'est assez... il faut prendre conscience de ça. Et l'autre point, après, quand on leur pose la question, pourquoi tu as utilisé MyAI sur Snapchat ? Bon, après, voilà, ils ont une utilisation très utilitariste. Ils vont tester de faire leur devoir directement sur cette application. Après, attention, voilà, quand on leur pose la question de savoir s'ils l'utilisent de façon récurrente, aujourd'hui, on observe
n'observe pas cette récurrence d'usage. On a plus été dans la découverte, dans l'usage une fois de cette fonctionnalité pour tester, pour voir si ça fonctionne ou pas. J'ai un enfant que j'ai interviewé qui m'a dit qu'il avait réussi à avoir une bonne note avec un poème qu'il avait généré via Snapchat, ce qui est quand même... voilà. En tout cas, c'est que le début aussi pour tout le monde. Donc, je voulais qu'on termine notre discussion avec cette question qui est posée par Ambre et qui nous dit: comment peut-on agir en tant que parent si notre enfant a été exposé à un contenu choquant? Déjà, c'est une bonne chose de le savoir. Ouais. Ouais. C'était C'est le premier élément, c'est déjà d'être au courant que son enfant a été dans une situation compliquée, qu'elle soit en ligne ou hors ligne, d'ailleurs, ça ne change rien. Donc ça veut dire que dans l'ambiance, la confiance qui existe au sein de la famille, de pouvoir libérer cette parole et de s'intéresser à ce que ses enfants font en ligne notamment, en posant les mêmes questions que quand ils sont hors ligne. Avec qui tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, sans être intrusif, mais être au courant. Et ça permet de libérer, en effet, la parole des enfants qui vont pouvoir se confier aux parents et de dérouler la bobine et d'arriver au moment du conseil et de la sagesse. Qu'est-ce qu'on fait alors ensuite? On déclare, on signale, on porte plainte? Il y a plein de choses. Alors, ça dépend effectivement, ça dépend du contenu. Oui. Il y a des contenus qui sont choquants parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'âge. Il y a des contenus qui sont choquants qui peuvent être des contenus illicites, voire illégaux. Nous, on conseille évidemment, si on est face à des contenus auxquels l'enfant est tombé alors qu'il n'aurait pas dû, ou des contenus qui ont été envoyés, de signaler. Ça, c'est important. C'est un rôle des parents. On a cette responsabilité collective. Donc sur la plateforme, par exemple, Pharos. Ça peut être directement sur une plateforme, ça peut être Point de Contact, ça peut être Pharos. Il y a aujourd'hui pas mal de canaux. Alors d'ailleurs, c'est l'une des réflexions que nous on porte sur la question peut-être d'avoir une meilleure visibilité, parce que parfois c'est pas suffisamment visible. Et lorsque l'enfant et les parents sont prêts à le faire, il faudrait pas que cette envie-là soit bloquée par le fait de se perdre un peu dans les méandres des sites où on ne sait pas trop comment y aller, où c'est pas très clair. Donc il y a sans doute un travail de visibilité, un travail peut-être de guichet unique aussi. C'est pas aux parents de dire est-ce que je dois aller sur Pharos, sur Point de Contact, sur un autre. Ils ont vu quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, il faut signaler, il faut une seule entrée. Après, je dirais la cuisine derrière, ça ne doit pas les concerner. Et bien là aussi, on est sur la question de l'opérationnel finalement. Oui. Merci beaucoup, j'espère vous réinviter la prochaine fois quand tout ça sera opérationnel. Merci Cyril. Avec plaisir. Si c'est rapide, je vous recevrai bientôt. Cyril Di Palma, délégué général de Génération Numérique, Olivier Gérard, coordonnateur du pôle Média Usage Numérique de l'UNAF, et merci aussi à Emmanuel Berne qui était avec nous à distance, directeur des études d'Even. On enchaîne et on termine cette émission avec le monde de la donnée.